partir l'enregistrement. Donc, merci tout le monde d'être là. On a une belle heure devant nous pour vous parler de l'accompagnement des étudiants athlètes dans leur transition à l'extérieur du sport de haut niveau. Je vais commencer par vous partager ma présentation. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Sophie Brassard qui est avec moi aujourd'hui et qui est conseillère d'orientation spécialisée dans les transitions sportives. Elle travaille maintenant depuis 10 ans là, avec les athlètes de haut niveau de partout au Québec et poursuit aussi ses recherches dans le domaine. Sophie qui travaille avec la Fondation Aléo, mais aussi d'autres organismes comme l'Institut national du sport et Plan de match au Comité olympique canadien. Donc, merci Sophie d'être avec moi aujourd'hui. Merci, Alliance Sport-Études, qui m'a offert mon premier stage et ma toute première job dans le sport de haut niveau, il y a 10 ans. Super, donc c'est une boucle qui revient. Oui. Excellent. Donc, on part ça. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la transition extérieure du sport. Donc, on va commencer par vous présenter qu'est-ce que c'est que cette transition-là. On va vous parler des impacts de la transition, des aspects qui peuvent l'influencer. Puis on va aussi parler des interventions possibles. Puis à la fin, on aura une période de questions. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va les reprendre à la fin sans aucun problème. Donc, qu'est-ce que c'est que la transition à l'extérieur du sport? Donc, vous avez sûrement entendu parler de la retraite sportive, souvent pour parler de cette transition-là. On l'appelle transition parce que transition extérieure du sport de haut niveau, parce que retraite amenait beaucoup une espèce de point tranché, alors que c'est plutôt une période, une étape qui est vécue de manière différente auprès des athlètes. Donc, on parlera des différents éléments par la suite, mais ça représente le moment que l'athlète va sortir du cheminement au niveau de son parcours. Donc, dans les sports, il va y avoir différentes manières de faire du sport. On peut faire du sport participatif, mais il y a souvent une espèce de parcours qui les amène à monter de niveau jusqu'à un certain point et pour différentes raisons, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc, volontaire parce qu'il n'a plus envie de faire ce sport-là, il veut passer à une autre étape, une autre chose dans sa vie, ou pour des raisons volontaires parce il va être coupé ou ne sera pas sélectionné ou à cause de blessures, va être amené à arrêter son sport de manière de haut niveau. Donc, on est vraiment ces 7 étapes-là qu'on parle quand on parle de la transition extérieure du sport de haut niveau. C'est important quand même de différencier sport civil et sport scolaire pour comprendre parce qu'il va y avoir quand même des réalités différentes. Donc, le sport civil, c'est ce que l'Alliance Sport-Études représente là, en enseignement supérieur. Donc, quand le sport est fait de manière à l'extérieur du sport, de l'école, donc dans des clubs auprès des fédérations provinciales, euh, et qui vont faire un parcours. Normalement, il n'y aura pas d'année d'admissibilité, donc il n'y a pas de fin établie d'avance dans leur parcours. Par contre, il va y avoir quand même il peut y avoir des sélections, des coupures, donc il peut y avoir quand même des fins involontaires dans ce parcours-là, mais ça va être amené de manière différente. On voit peut-être un peu moins ce qui s'en vient de leur côté. Pour ce qui est du sport scolaire, ce que le réseau du sport étudiant du Québec va participer, donc quand le sport se fait à l'intérieur de l'école, ben, il va y avoir ce qu'on appelle des années d'admissibilité. Donc, on sait qu'il y a une fin qui s'en vient, donc il y a quelque chose de plus établi, mais ça reste que il faut le voir que si dans votre travail, vous avez étudié des années, vous arrivez dans votre travail, puis on vous dit, parfait, tu as 5 ans pour travailler là-dedans, ensuite, il va falloir que tu trouves un autre emploi. Donc, il y a quand même une fin qui n'est pas toujours simple pour eux parce que c'est établi d'avance, mais c'est pas nécessairement ce qu'eux ils veulent. Puis peut-être un dernier point là, avant qu'on poursuive sur les impacts de la transition, mais au niveau du sport de haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire haut niveau? Mais il y a différentes manières de voir ça. En termes de sport civil, il y a différentes identifications sportives qu'on appelle, donc du plus élevé au moins élevé, il va y avoir excellence, élite, relève et espoir, qui peut quand même donner une bonne idée de qu'est-ce que ça représente en termes de niveau. Donc, au niveau excellence, on est dans les équipes nationales,
ça va impliquer peut-être plus de départ à l'extérieur, de compétition, de nombre d'heures d'entraînement. Et on peut voir que ça va diminuer avec les niveaux. Par contre, ça reste que quand on parle de sport de haut niveau, euh, il y a quand même, cette idée d'identité athlétique qu'on va reparler un peu plus tard, mais que si l'athlète, pour lui, c'est une grande partie de sa vie, il s'identifie comme un athlète, cette période-là qui se retire du sport de haut niveau va aussi amener des enjeux pour lui. Donc, le fait d'être plus haut niveau n'est pas nécessairement toujours le lien le plus simple à faire avec cette transition-là. Il faut quand même que ça soit un aspect très identitaire pour lui pour que ça vienne affecter. Donc, petite introduction sur le sujet. Je ne sais pas si Sophie, tu avais des points à ajouter là-dessus. Non, en fait, c'est juste, c'est vraiment des facteurs qu'on vous met là. Quand on a dans le fond, défini ce qu'on voulait mettre dans le webinaire, on a vraiment pensé, OK, assis à votre chaise, c'est quoi les facteurs qui seraient importants de prendre en compte pour avoir un contexte, dans le fond, de l'athlète. Là, ça a l'air assez simple, es-tu sport civil, es-tu sport scolaire, mais c'est de garder en tête que c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, le sport scolaire, ils n'ont pas le choix d'être inscrits dans au moins 3 cours à l'école pour être, ils ont des critères d'admissibilité à l'université, au collégial aussi, je pense que c'est plus que ça au collégial. Donc, il y en a beaucoup qui vont s'inscrire par défaut dans n'importe quoi pour avoir les crédits. Donc, il faut aller voir ça. Le sport de haut niveau, comme Sam me disait, relève, ça va vous donner une idée de son taux d'absentéisme potentiel. Élite, ils vont être aussi souvent endettés, peu de ressources financières, s'entraînent avec les équipes nationales sans avoir les ressources en santé mentale qui ont accès. Donc, c'est tout comme des petites questions qui peuvent vous aider à dresser pas mal le portrait de l'athlète, puis de son état de stress, de ses ressources, puis de sa réalité. Ouais, merci. Donc, on va regarder les impacts que la transition peut avoir sur la vie de l'athlète. On l'a divisé en 4 sections, soit psychologique, physique, social et financier. Sophie, si tu veux parler de l'impact psychologique. Oui, tu sais, dans le fond, les impacts psychologiques de la retraite, encore là, c'est très différent. Tu sais, la littérature va montrer qu'il y a énormément de différences selon le contexte, selon la raison sportive, selon plusieurs facteurs. Mais en général, il y a une grande incertitude face au futur, un sentiment de perte de contrôle. Tu sais, dans le fond, c'est des athlètes qui, depuis sont jeunes, vont se faire dire où aller, c'est quoi les prochains objectifs, comment ça va se passer, comment va être établi leur horaire, court terme, moyen terme, long terme. Donc, tout ça qui tombe va vraiment amener une perte de contrôle, une difficulté à définir c'est quoi ses objectifs, mais qui ils sont en dehors du sport aussi. Donc, on va voir chez certains athlètes des pertes d'identité, de tristesse, de colère, de déprime. Ça va vraiment aller un peu ressembler à des phases de deuil ou de grands changements ou de grandes coupures, de grandes transitions, dans le fond, là, de vie chez les athlètes. Ouais. Ouais, puis j'ajouterais peut-être au niveau de la recherche qu'on voit, il y a quand même, on identifie une espèce de 16% d'athlètes qui vont éprouver des difficultés plus grandes, comme la perte d'identité, de la détresse suite à la fin de leur carrière. Au niveau de dépression, anxiété, on voit des taux qui sont quand même élevés, mais qui vont être assez similaires à la population de leur âge, là, vous qui travaillez pour la majorité en enseignement supérieur. Vous savez que c'est une population, c'est une tranche d'âge qui est à risque. La retraite arrive aussi souvent dans cette tranche d'âge-là. On est souvent dans le 18-30 ans pour ces décisions-là. Donc, on est dans une période qui est quand même, qui amène des enjeux en santé mentale. Donc, c'est à dire si ça en amène plus. Ce qu'on voit, par contre, dans la littérature, c'est que certains éléments, les facteurs influençants qu'on va voir plus tard, il y a des éléments qu'on sait qu'eux vont être collés à peut-être des plus grandes difficultés au niveau de la santé mentale, entre autres les retraites involontaires qu'on va parler. Euh, et une autre chose qu'on voit au niveau de la littérature, c'est en termes d'abus de substances, il y a quand même un lien à faire avec la fin de carrière, surtout pour des carrières qui se terminent sur blessure, là, en raison de prise de médicaments à cause de cette blessure-là, mais aussi souvent des grandes frustrations, une manière de coopérer avec la situation qui va être liée avec l'alcool ou les drogues. Donc, c'est des moments qui vont quand même amener ces éléments-là.
on voit aussi dans la littérature que même les athlètes qui vont être en détresse dans cette période-là n'auront pas tendance à aller chercher de l'aide. C'est quelque chose qu'on voit avec l'ensemble de la population d'étudiants athlètes de haut niveau. C'est pas un groupe qui a tendance à aller chercher de l'aide. Il y a une grande difficulté à montrer de la vulnérabilité. Donc, c'est aussi présent dans la retraite, même si on est peu associé, on est moins associé au milieu sportif, ça reste difficile pour eux d'aller chercher de l'aide. Puis quelque chose qu'on voit qui est peut-être plus positif, c'est que ça reste, pourquoi on appelle ça une transition aussi, c'est que c'est une période, on voit que le temps va venir aider aussi, 18 mois après la retraite, il y a souvent des gros indicateurs que le bien-être augmente. Donc, même pour ceux qui vivent une détresse, le temps va aider. C'est une période de, Sophie en parlait, là, c'est de l'incertitude, donc les choses se définissent aussi après, on retrouve des éléments positifs. C'est comme une période de réajustement, puis au fond, il faut le voir comme une retraite sportive peut devenir, si l'athlète était déjà instable ou s'il se passait déjà quelque chose dans la vie de cette personne-là, ça pourrait aussi agir comme déclencheur. Donc, certains, ça va agir comme déclencheur, d'autres, ça va juste couler un peu parce qu'ils sont habitués aux transitions, mais des études qui démontrent d'ailleurs que justement la planification de carrière, les études, être dans des études, être engagé dans d'autres choses que le sport va vraiment venir diminuer les impacts négatifs psychologiques. Donc, pour les étudiants athlètes, on pourrait penser qu'ils ont quand même des facteurs de protection en étant à l'école. Oui, exact. Au niveau de l'impact physique que ça va avoir sur eux, ben, on nomme 3 points ici, le changement corporel, alimentation, niveau d'activité physique, qui vont être beaucoup liés ensemble. Il faut comprendre que les athlètes passent d'un cadre souvent très rigide à une grande liberté. Au niveau de l'activité physique, leur activité physique était programmée dans leur horaire, ça faisait partie de leur emploi du temps. Là, ils doivent retrouver un peu comme, probablement, comme nous tous, là, un moment pour bouger, le faire fonctionner après le travail, après l'école. Donc, il y a comme, il y a doit reprendre un peu l'idée de bouger, mais plus pour son bien-être. Puis, on va avoir beaucoup de changements corporels là, qui est perçu. On passe d'athlètes qui s'entraînent 1 à 2 fois par jour. Donc, souvent, il va y avoir perte musculaire, des fois, il va y avoir de la prise de poids. Donc là, ça va venir affecter aussi l'alimentation. On va avoir souvent des compensations à ces moments-là. Donc, c'est une étape que pour tout ce qui est physique aussi, l'estime de soi, ça peut quand même être des étapes importantes, dépendamment des sports aussi. Donc, ça reste des éléments à garder en tête. On voit beaucoup que l'activité physique euh, a des effets positifs pour la santé mentale. Tu sais, des fois, dans le travail des webinaires, on parle des effets négatifs du sport de haut niveau, là, veux pas. Mais tu sais, il faut se rappeler que l'activité physique est un immense outil pour faire face aux enjeux de santé mentale. Et eux en bougeaient 1 à 2 fois par jour. Donc, il y avait ces effets positifs-là. Là, la plupart vont avoir une certaine réaction, pas tous, mais beaucoup vont avoir une espèce de j'en ai trop fait et ils vont arrêter de bouger complètement. Donc, on passe de bouger à presque tous les jours à là, je bouge plus du tout. Donc, ils ressentent aussi ces effets-là qui vont avoir un impact au niveau psychologique par la suite. Je sais pas si Sophie, tu avais des points à ajouter par rapport à ça. C'est souvent un côté qui est des fois laissé côté ou passé rapidement par l'athlète. Puis je dirais de poser des questions un petit peu plus ciblées parce que ils savent pas nécessairement c'est quoi un niveau d'activité physique normal. Hein? Puis là, on va leur demander, mais est-ce que tu continues de bouger? Est-ce que tu t'entraînes pour le plaisir en attendant pour garder la forme? Puis là, ils disent, ah oui, oui. Puis là, quand on pose plus de questions, mais tu te rends compte qu'ils sont 7 jours semaine, 2 heures de temps au gym. T'es comme à 5 minutes là, c'est peut-être un peu trop. Puis, fait que, tu sais, un peu juste leur expliquer, normaliser, mais c'est quoi être en forme? Tu sais, c'est quoi juste être en santé? C'est quoi les bonnes habitudes de vie? C'est pas obligé là, d'être aussi intense. Tu peux varier. Ça peut être aussi, là, ça va faire un lien avec notre prochaine diapo, mais ça peut être aussi la façon que tu vas redécouvrir un cercle social. Tu sais, ça peut avoir plusieurs objectifs là, de retour à l'activité physique autre que juste essayer de perdre du poids ou garder la forme pour être capable encore d'être un patineur ou quoi, tu sais, dans le fond, fait que c'est bien de prendre le temps d'en parler pour essayer d'aller valider un peu leur compréhension de c'est quoi l'activité physique pour une saine habitude de vie et non pour la performance. Ouais.
que c'est quelque chose qu'ils ont souvent pas connu parce qu'ils ont Non. toujours été encadrés. Souvent, on se retrouve dans le haut niveau en ayant commencé le sport assez jeune. Donc, on a toujours été encadrés. Puis, malheureusement, au niveau des habiletés transférables, comprendre l'activité physique, ben, dans le sport, des fois, c'est très encadré. Donc, par eux-mêmes, ils l'ont appliqué, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour naviguer là-dedans. Au niveau des impacts sociaux, Sophie, je te Oui, laisse. les impacts sociaux, je dirais que c'est dans les grands facteurs que je vois qu'on travaille beaucoup, moi et les athlètes, parce que quand tu fais partie du sport, quand le sport fait partie de ta jeunesse, depuis ta jeunesse, souvent c'est les mêmes coéquipiers, tes amis sont dans le sport, tes parents sont dans le sport, ta famille est liée à ça. Donc, c'est pas juste j'ai perdu une partie de mes amis, mais des fois, c'est 100%, là. Parce que j'ai de la misère à me faire des amis à l'école parce que je manque souvent ou je suis pas là ou la plupart de toute façon de mes sorties se font avec mon équipe sportive ou avec mes amis qui sont aussi athlètes. Donc, le cercle social est beaucoup impacté. Puis, quand on perd notre cercle social à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, j'avais des athlètes qui me disaient mais je peux plus vraiment, là, moi, aller au parc et demander à quelqu'un s'il veut être mon ami. Là. Comment qu'on se fait des amis quand on n'est plus là-dedans, là, quand que je suis en classe, ils ont déjà des cercles d'amis sociaux. Fait juste comment connecter avec des gens, comment faire des amis, tu sais, leur demander, mais est-ce que tes amis, il y en a des amis qui ont pris leur retraite, est-ce que comment tu pourrais reconnecter avec des amis de secondaire que ça fait longtemps que tu n'as pas vu? Des fois, on va passer 2 rencontres sur, ben, on peut peut-être envoyer un messenger, savoir comment ils vont, expliquer que là, tu as pris, tu sais, comment reconnecter avec leurs amis puis rebâtir leur cercle social. C'est un stress assez important chez les athlètes qui se retraitent. J'aime aussi poser la question de comment ta famille a pris ça. Comment ta famille a réagi à ta retraite parce que vous allez être surpris de la réaction. C'est quand même une grosse transition pour la famille aussi. Pour les parents qui sont impliqués là-dedans depuis des années, il y en a qui peuvent être soulagés et bien le prendre, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi perdre une partie de leur cercle social des autres parents qui étaient, par exemple, à l'aréna ou dans le cercle des amis, les voyagements que ça implique, l'excitation des games, donc, j'ai certains parents qui ont trouvé ça très difficile. Puis là, d'accompagner l'enfant quand il voit que le parent est déstabilisé en plus, ça peut être difficile. Donc, ou bien des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est le parent qui dit regarde-moi, peu importe, t'accueille, mais il y a d'autres fois où l'enfant disait oui, je me sens mal, là, mes parents sont complètement déstabilisés. Fait que ça arrive plus souvent qu'on pense. Naturellement, c'est sûr que la perte de reconnaissance, écoute, c'est Alexandre Bilodeau qui me parlait encore de la première fois qu'il a pris sa retraite, puis il dit qu'il est allé à l'école, il dit j'étais assis, il dit il y a un moment où j'étais sur le podium, puis qu'il y avait tous les médias autour de moi, puis le lendemain, j'étais assis avec mon capuchon sur la tête dans le fond de ma classe de comptabilité 101, puis personne ne me connaissait, là. Ça fait tout un clash là, quand tu te retrouves comme ça, puis c'est très dur à comprendre ce qui se passe. T'sais. On dirait que tu passes de tout à rien tout le temps. Puis en dernier lieu, par la perte de soutien, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a certains niveaux de sport, même la plupart des niveaux de sport, ça vient avec la perte des ressources. Dès que tu n'es plus dans le sport, tu n'as plus accès nécessairement à ton psychologue, à ta préparateur mental, à ton médecin, à ton physio, donc à toute ton équipe de soutien intégrée, tu n'as plus accès. Si tu avais, par exemple, un brevet avec de l'argent, ça ne rentre plus, les commanditaires, ils tombent. Donc, le réseau de soutien, pas étant juste les amis puis l'entraîneur, mais il y a énormément de facteurs qui viennent de tomber là, aussi autour de toi. Donc, l'impact social est quand même assez majeur lorsqu'il y a une retraite sportive. C'est pour ça que de plus en plus, on les sensibilise à avoir une vie un peu plus équilibrée, à rencontrer d'autres personnes, à la limite des athlètes, mais de d'autres sports, pour qu'au moins il y ait quelque chose qui reste lors de la retraite, puis qu'ils ne se soient pas tous concentrés dans le même cercle. Ah, puis j'ajouterais aussi, tu sais, dans le soutien, juste le rôle d'entraîneur, tu sais, rendu à un certain niveau dans le sport, l'entraîneur est tellement clé dans la vie de la personne. Souvent, on le voit que
ça va être la première personne par qui ils se tournent quand ils se sentent pas bien, plus que leurs parents, plus que leurs amis. Donc, et ce lien-là, dès qu'on n'est plus actif, ben, il peut y avoir un lien qui se garde de temps en temps, mais le lien se brise à ce moment-là. Donc, il y a quand même juste cette relation-là, souvent, quand elle est positive, ça peut être quelque chose de plus important. Puis quand elle est négative, bien, des fois, il y a un soulagement aussi, parce que c'est un peu comme un employeur, là. Des fois, ça peut être plus difficile, puis on a peut être soulagé de s'en aller de cette situation-là. Donc, il y a un peu des deux. Puis j'ajouterais peut-être aussi au niveau de la famille, tu sais, les parents, puis ça fera un lien avec l'impact financier, mais des fois, il va y avoir aussi une culpabilité parce que autant financier qu'en temps, mais tu sais, il y a souvent le classique, là, moi, je l'ai amené à l'aréna là, tout le long de son parcours. Puis l'enfant, ça, même si c'est pas nommé par le parent, il sait tout l'effort qui a été mis pour eux. Et ils deviennent avec une certaine pression de continuer ou de performer. Donc, il y a quand même il va y avoir une apparition souvent de culpabilité. Donc, les parents, des fois, peuvent, un peu comme Sophie le mentionnait, pas être nécessairement le meilleur outil de soutien parce qu'ils vont être liés à de la culpabilité ou parce qu'eux aussi sont affectés par la situation. Euh, L'impact financier, Sophie, Oui, l'aspect financier, c'est peut-être moins adapté pour les sports scolaires, donc du réseau collégial, universitaire, puisque là, le soutien arrive par l'école. Pour les athlètes en dehors du sport scolaire, je dirais qu'il y a comme encore un mythe ou une méconnaissance que ces athlètes-là font beaucoup d'argent. Je pense que n'importe qui ici qui sont parents d'athlètes qui commencent à compétitionner dans les régionales ou nationales vont voir qu'on est endetté bien raide. Puis, tu sais, même au niveau olympique, au niveau excellence internationale, les dernières données, on fait les portraits financiers des athlètes qui sortent à tous les 2 ans, montrent que le Québec était la province la plus endettée dans tout le Canada pour les athlètes déjà là, qui peuvent avoir des commanditaires puis qui sont sur le niveau olympique. Je pense que la moyenne de dette était tournée autour de 30 000 donc, la plupart vont sortir avec une dette du sport. Aucune expérience de travail en plus. Donc, ça peut devenir un stress, surtout si c'est des athlètes qui ont déménagé pour leur sport, qui n'habitent pas chez leurs parents, qui sont déjà en plein milieu d'un bail, un appart à payer. Mais là, j'ai perdu soit mon brevet ou là, j'ai arrêté mon sport. Fait que là, j'ai plus les appuis financiers des gens, mais en même temps, j'ai tout ça à rembourser. Puis, j'ai de la misère à me trouver un emploi parce que j'ai pas d'expérience d'emploi. Donc, l'aspect financier aussi, ça peut devenir un stress pour les athlètes qui, on pourrait penser, qui dans le fond, ont ramassé de l'argent puis ils peuvent vivre encore de leur sport, mais sont très rares ceux qui peuvent vivre de leur sport, malheureusement. Ah, puis je dirais que ça amène, tu sais, on parlait tantôt que c'est vraiment une période d'incertitude, de questionnement. Et là, ça amène une espèce d'urgence, tu sais, parce que là, il doit se retourner rapidement. Donc, Oui, l'espèce de période qui devrait se poser des questions et qui s'en posent, ben, ils n'ont aussi pas le temps de le faire. Ils doivent passer à l'action. Donc, ça amène une espèce de conflit aussi, alors qu'une personne qui a une situation financière plus facile ou qui a un soutien, mettons, qui habite encore chez leurs parents, ben, ça leur permet aussi de se tourner de bord puis de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout ça. Donc, ça amène quand même, tu sais, de savoir un peu comment ils se situent, mais ça fait une grosse différence en termes d'urgence puis de temps de réaction que le jeune a. Donc, ça fait le tour au niveau des impacts que ça a sur eux. On va prendre un moment pour vous parler des aspects qui vont influencer comment se déroule cette transition-là. Donc, comme on mentionnait au début, cette période-là, il y a différents éléments qui peuvent faire en sorte qu'il se passe de manière plus compliquée. Euh, et je dirais que le premier à nommer serait probablement la raison pour l'arrêt du sport, qui va être un des gros facteurs au niveau de la retraite. Donc, si elle est involontaire, donc quand on parle d'involontaire, comme je disais tantôt, on parle de situation de blessure où on n'est pas sélectionné sur l'équipe ou le groupe d'entraînement. Donc, on se fait sortir tranquillement du parcours. Donc, on va beaucoup être lié à une faible estime de soi, un sentiment de colère, un sentiment d'anxiété, de tristesse. Donc, la retraite involontaire est vraiment perçue de manière plus difficile pour les athlètes, alors qu'une retraite volontaire, ben, elle va être beaucoup associée à moins de difficulté de s'adapter, mais il va avoir un côté de choix.
peut-être une plus longue période de décision et cette période-là, il y a un besoin aussi d'accompagnement. Est-ce que j'ai fait le tour dans mon sport? Est-ce que je suis content? Est-ce que je veux arrêter? Comment je veux arrêter? Est-ce que j'ai fait de manière progressive? Donc, ça reste positif, mais c'est quand même une période qui va amener peut-être plus de prise de décision quand c'est fait de manière volontaire. Euh, Au niveau, Sophie en a parlé tantôt, la préparation à la retraite, c'est un élément qui va être vraiment important. Je pense que Sophie l'a bien dit au niveau des étudiants athlètes, ben déjà, on sait qu'ils ont un autre facteur dans leur vie, puis ont commencé à avoir ces réflexions-là. Donc, c'est un facteur de protection et de juste de s'assurer de OK, qu'est-ce que je veux faire par la suite? Est-ce que j'ai du soutien? Donc, se poser ces questions-là avant de faire la transition va être vraiment associé à une transition qui va se passer plus doucement. Donc, de penser que même à l'avance, comme intervenant, vous pouvez aider l'étudiant athlète à se poser ces questions-là parce qu'on sait que ça va venir faciliter la transition par la suite. On a parlé d'identité athlétique au début pour parler de haut niveau. L'identité athlétique, c'est le degré auquel un individu s'identifie au rôle d'athlète, ainsi que les valeurs et le réseau qui est associé à cette identité-là. Donc, toute la question de est-ce que tout son cercle social appartient au sport? Est-ce que le jeune se perçoit comme étant un athlète seulement? Donc, c'est sûr que plus l'identité athlétique va être forte, plus on va associer ça à une transition qui va être complexe par la suite. Donc, d'aller identifier si la personne se voit aussi dans d'autres éléments de sa vie va venir faciliter cette transition. C'est sûr que des. Oui, vas-y, Sophie. Non, non, c'est bon, continue, Ouais, puis je vais donner mon exemple après. c'est bon. Mais je poursuis dans les points, mais c'est sûr que l'habitude de vie, la personnalité, donc la personne en soi là, va venir faire en sorte si la transition se passe bien ou non. On a parlé de blessures et douleurs tantôt. C'est vraiment associé à des transitions qui vont être plus complexes aussi. À cause de certaines, ça peut amener beaucoup de frustration. On va pas avoir un lien avec le prochain point aussi. On n'aura pas nécessairement une satisfaction au niveau de leur carrière sportive. On n'a pas pu se rendre jusqu'au bout. Donc, ces éléments-là vont rendre ça euh, plus difficile pour la transition. En plus, au niveau des blessures, des douleurs, il peut y avoir une répercussion qui est peut-être plus à long terme. C'est des athlètes qui vont vivre avec certaines blessures qui peuvent rester par la suite. Il peut y avoir aussi des frustrations, des regrets, des fois qui vont apparaître. Donc, c'est des éléments à observer, puis qu'on sait que quand c'est lié à ça, ben, il y a peut-être un besoin de plus d'accompagnement. Au niveau social, on en a parlé avec les impacts sociaux, mais c'est sûr que d'avoir un soutien dans leur sport, donc déjà, si dans le milieu sportif, si on pose ces questions-là, on les aide dans la préparation, et idéalement par la suite aussi, mais à l'extérieur aussi, parce que sinon, ben, ils se retrouvent sans soutien là, quand la transition arrive. Donc, ces éléments-là, le soutien qui est présent à l'intérieur et à l'extérieur du sport vont faire un gros impact sur comment ça se passe. On a parlé de la situation financière, mais c'est sûr que une situation financière difficile amène cet état d'urgence-là, une étape plus difficile à manœuvrer. Puis ben, les services disponibles, on parlait que ça va varier d'un sport à l'autre, d'une organisation à l'autre, et c'est le cas. Donc, tout ce qui est disponible va vraiment varier et c'est de se questionner sur qu'est-ce qui est disponible pour ces étudiants athlètes-là. On sait aussi qu'ils n'ont pas toujours tendance à utiliser les ressources. Donc, des fois, ils sont là, mais ils ne sont pas utilisés, mais des fois, il y a aussi aucune ressource de disponible. Sophie, tu voulais y aller d'un exemple? Oui, je voulais dire que c'est une des zones les plus grises pour les athlètes. Les raisons pour l'arrêt du sport, ça a l'air beau comme ça, sur OK, regarde, c'est volontaire, c'est involontaire. Vous savez comme moi l'importance dans le fond, que l'importance, c'est pas vraiment les faits, mais la perception que l'athlète a. Puis c'est là que ça devient très intéressant. Récemment, j'ai rencontré un autre athlète qui me disait qu'il avait pris sa retraite volontaire, que c'était prévu, qu'il avait même prévu la date, tout, mais que même à ça, il se sentait tout le temps en colère, qu'il se sentait tout le temps triste, qu'il avait énormément de misère à s'adapter. Puis, dans le fond, par la suite, quand on a creusé, on s'est rendu, ben, on n'avait pas eu besoin de creuser bien loin parce que quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait, qu'il avait décidé de planifier sa retraite, c'est parce que son corps ne suivait plus. Il y avait trop de blessures.
il était plus capable d'atteindre des standards. Fait que lui, il s'est dit, bon, mais, fait que lui, il l'a classé comme volontaire à sa retraite. Quand, dans le fond, en discutant, je lui ai fait réaliser, mais c'est une retraite volontaire due à des raisons involontaires. Dans le fond, c'est pas volontaire ta retraite. Si tu avais eu le corps qui suivait, si tu n'avais pas été blessé, tu aurais pu, tu aurais continué. D'où ton sentiment de colère, d'injustice, puis d'anxiété. Fait que, des fois, ils pensent que c'est même si c'est eux qui ont pris la décision d'arrêter, c'est par des circonstances involontaires. Puis d'un autre côté, il y en a qui ont tellement de difficultés à prendre une retraite volontaire parce que c'est trop lourd de décisions pour toutes les raisons qu'on a nommées. Donc, pas peur de décevoir les parents, peur de décevoir le coach, que j'ai déjà aussi eu des athlètes me dire, mais j'attends de me blesser parce que moi, je veux pas être celui qui tire la plug sur la retraite. Même si je suis plus heureux là-dedans ou j'ai peur je veux pas prendre ma retraite volontairement, même si je sais que c'est fini parce que j'ai peur d'avoir rien d'autre en dehors. Donc, c'est vraiment une zone très grise où est-ce que la perception de l'athlète est très importante parce que c'est pas c'est pas clair pour eux. C'est rarement clair pour eux est-ce que c'était volontaire ou ça ne l'était pas comme retraite. Puis des fois, c'est un mix des deux, dans le fond. Absolument. Si je continue, on aurait peut-être une petite question sondage pour vous. Donc, on vous pose la question, à quelle autre transition cette étape dans la carrière d'un athlète vous fait penser? On parle de la transition secondaire cégep, cégep université, l'école vers le marché du travail, la retraite professionnelle, la fin d'une relation amoureuse ou la perte d'un être cher. Je vous donne un petit 30 secondes pour répondre. Donc, je partage les résultats. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans cette question-là. Je pense que ce qu'on voulait vous présenter, c'est cette idée-là que la transition à l'extérieur du sport de haut niveau, elle ressemble à beaucoup d'autres éléments. Il va y avoir des éléments similaires. On parle de retraite professionnelle. En effet, c'est une grande identité au niveau de leur capacité, au niveau de leur connaissance. Ils doivent mettre ça de côté pour passer à autre chose. Mais il y a aussi certaines nuances à amener par rapport à la retraite professionnelle. Chaque élément a quand même des éléments très en commun avec la transition. Et on vous invite aussi à vous référer à ces moments-là, à faire les liens entre eux, parce qu'on sait que des fois, la fin d'une carrière sportive, c'est peut-être un peu abstrait quand on accompagne un étudiant athlète qui le vit à ce moment-là. Mais il y a vraiment beaucoup de liens. On parle de perte d'un être cher, fin d'une relation amoureuse. L'idée du deuil, de cette identité-là, ça aussi, ou d'un élément de notre vie, ben, ça aussi en fait partie dans les étapes qu'on va passer dans la transition. Je sais pas si Des Sophie, fois, même chaque athlète, selon ses raisons, selon d'où il vient, va vous faire penser à une de ces transitions-là. Tu sais, par exemple, si ça a toujours été un athlète qui a évolué à Montréal, qui a toujours compétitionné à Montréal, là, peut-être que ça va être plus une transition qui se ressemble plus d'un cégep université, mais si tous ses amis étaient dans le sport, puis son cercle social était lié, c'est peut-être plus d'une fin relation amoureuse. J'ai des athlètes, moi, j'ai travaillé beaucoup avant d'être dans le sport avec la clientèle en immigration. J'ai transféré énormément de compétences que j'ai développées avec eux pour tous les athlètes qui avaient déménagé, puis qui s'étaient déracinés, puis que là, ils changeaient non seulement de ville, des fois de province, qui ne parlaient pas des fois la langue, mais qui en même temps aussi avaient perdu leurs amis, avaient perdu leur objectif, avaient perdu leur profession. Donc, il y a différentes habiletés, dans le fond, c'est pas des nouvelles habiletés d'intervention à acquérir. Souvent, c'est juste de savoir lesquelles transférer dans toutes les transitions qu'on intervient déjà beaucoup avec les autres populations, dans le fond, qu'athlètes. Parlant d'intervention. Ouais, voilà. Sophie, je te laisse aller là-dessus. J'ai essayé de vous pister sur un peu les interventions que je fais le plus souvent ou qu'on utilise le plus souvent en rapport avec les athlètes en transition.
la première qui semble assez simple, mais c'est vraiment de normaliser. Les athlètes, ce qu'ils répètent le plus souvent quand on leur parle de ressources ou de recours aux ressources, c'est la peur de ne pas être compris, de ne pas être normalisé, de ne pas être pas normalisé, mais que la personne en avant d'eux ne comprenne pas leur réalité. Tu sais, de se faire dire juste, ben, regarde, tu as perdu ce sport-là, fais juste en trouver un autre. Tu sais, c'est de pas comprendre que c'est pas juste un passe-temps ou c'est pas juste une petite partie de leur vie, que c'est quelque chose qui impacte tous les aspects de leur vie. C'est un changement énorme. Fait que, premièrement, d'être capable de comprendre ça, mais de normaliser à l'athlète que c'est normal qu'il se sente euh, dépassé par les événements, qu'il sente comme s'il venait de faire une rupture amoureuse ou qu'il se sente en colère. La plupart du temps, l'apaisement qu'on voit même physiquement à l'athlète quand on lui rappelle que c'est quoi une transition. Parce que, tu sais, rappelez-vous, quand vous aviez 14 ans ou 17 ans, là, je ne savais pas c'était quoi vivre une transition, moi. Je ne savais pas ça impliquait quoi comme impact. C'est juste de leur expliquer ça en donnant des exemples ou en donnant des mots. C'est sûr que j'utilise souvent la relation amoureuse parce qu'à cet âge-là, c'est ce qu'ils connaissent le plus, mais que je leur dis, c'est pas parce que tu as prévu de laisser ton chum ou ta blonde que tu ne vas pas pleurer à ce moment-là, là, puis que tu ne vas pas t'ennuyer, puis que tu ne vas pas vivre la nostalgie, puis c'est toutes des émotions normales. Ça vient vraiment les rassurer. Puis le nombre d'athlètes qui nous disent est-ce que je suis ton seul client? Tu sais, ça fait 10 ans que je travaille temps plein. Là. Non, t'es pas mon seul client. Ils se pensent seul au monde parce que le ratio d'athlètes de haut niveau dans leur cercle social autre que le sport est tellement pas gros que personne d'autre a vécu ça, puis ils n'en ont pas d'exemple des gens qui ont vécu ça, puis ça se parle. C'est pas quelque chose qui se parle beaucoup entre eux, la transition. Fait que normaliser, là, puis leur expliquer c'est quoi une transition, puis ça peut venir avec quel type d'émotion, ça fait déjà là, énormément aider l'athlète. Ouais. Et puis je rajouterais peut-être, ça peut avoir l'air banal, mais des fois, ils vont utiliser le terme retraite. J'ai pris ma retraite du sport. Un exemple banal de perte de lien de confiance, c'est de rire, oui, oui, ta retraite à Ouais. 22 ans. Et cette idée-là, s'il l'appelle retraite, c'est c'est associé. Il y a quand même, ça se parle entre les athlètes. Ils comprennent que de plus en plus, cette transition-là, c'est une étape importante. Fait que s'ils l'appellent retraite, on vous encourage à embarquer dans ce vocabulaire-là ou de leur parler que c'est une transition puis de les aider à mieux comprendre. Mais tu sais, la bonne vieille blague de Ah oui, tu prends ta retraite à 22 ans, puis rire, c'est souvent pas très bien accepté. Ouais. C'est même une bonne occasion de les rassurer dans le sens que c'est, tu sais, une retraite, ça peut peut-être vouloir dire que tu passeras absolument pas autant de temps dans le sport, mais le sport va toujours faire partie de ta vie, là. Il s'en va pas. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que quand tu dis le mot retraite, là, ça veut dire que fou, on vient de leur arracher cette partie-là de leur vie, puis qu'ils n'en feront plus jamais. Puis, c'est non, non, il est juste, il va prendre une autre place dans ta vie, mais on peut le garder dans ta vie. C'est juste qu'il ne prendra pas autant d'importance. Fait que c'est quoi la différence justement entre une retraite et une transition? Tu sais, ça serait un bon moment de rentrer dans cette explication-là. Ouais. Évaluer le système de soutien, comme on l'a dit, là, on le répète, on le répète, on le répète, mais est-ce que cet athlète-là, il vient d'ici? Est-ce qu'il vient de l'Abitibi, puis là, il n'y a aucun système de soutien ici? Est-ce que sa famille, autant ma famille m'appuie 100% là-dedans, autant que j'entends des sont vraiment déçus. Je les ai vraiment, vraiment déçus. Donc, c'est évaluer c'est quoi le système de soutien disponible présentement là, à proximité pour cet athlète-là, puis lui rappeler aussi c'est quoi son système de soutien, c'est intéressant. Puis les habiletés transférables, là, je sais que je n'aurais pas à vous les vendre, là, mais la plupart des athlètes sont convaincus qu'ils n'en ont pas. C'est de les faire comprendre aussi que c'est peut-être, parce qu'il y en a là, qu'on en entend, là, mais je suis en retard dans la vie, je suis en retard à l'école, mes amis sont tous déjà rendus au bac, moi je suis encore au cégep, j'ai jamais eu de job, eux, ils ont eu plein d'expériences d'emploi. Techniquement, tu es peut-être en retard sur quelques trucs, mais dans les compétences de vie, tu es en avance sur plusieurs trucs, puis tu peux les transférer, ça. Ta gestion du stress, tu peux la transférer, ta capacité à communiquer avec des gens, à t'adapter facilement. Euh, c'est toutes des choses que tu peux transférer puis qui te donnent une longueur d'avance là, lorsque tu vas trouver ton premier emploi, lorsque tu vas
à être dans un laboratoire de recherche lorsque tu vas étudier. Donc, juste leur mettre en lumière parce que des habiletés transférables, ce que j'essaie de leur montrer que c'est vraiment comme plus un tableau de bord. C'est pas automatique. Tu peux les mettre à on, tu peux les mettre à off. Fait que si tu n'es pas conscient de tes habiletés que tu peux transférer, ben, ils vont rester là sur le bouton off pendant toute ta vie. Fait que sers-toi-en, ça va être une fierté pour eux de pouvoir prendre cette habileté-là puis d'être capable de la transférer ailleurs puis de voir les résultats que ça a dans d'autres sphères de leur vie. Fait que ça, c'est des choses à travailler beaucoup. Je ne sais pas, toi, Sam, quand est-ce que tu as réalisé qu'il y a des habiletés que tu pouvais transférer de ta carrière sportive? Ouais, ben, j'allais renforcer ce point-là, que je pense qu'il y a eu longtemps eu une croyance que le sport était une vertu, puis qu'après ça, tout, on allait devenir, ça allait tout se transférer, mais ce qu'on comprend bien maintenant, c'est que ce transfert-là ne se fait pas naturellement. Il doit être nommé, que ce soit auprès des entraîneurs, mais aussi comme intervenant de côté. Juste le fait d'identifier tous les objectifs que tu te mettais, comment tu le décortiquais, comment tu peux l'appliquer dans ta vie. C'est pas juste dans ton sport, il y a d'autres éléments que tu peux appliquer. Donc, je pense que d'une personne à l'autre, ça va être différent. Moi, je pense que dans mon parcours, j'avais beaucoup cette croyance-là que je pouvais appliquer des choses du sport. Fait que je pense que à travers mon parcours, j'ai essayé de le faire, fait que ça m'a aidé. Mais pour beaucoup de gens, ils ne voient pas le lien entre les deux. Donc, juste d'identifier, de nommer, ça peut avoir un gros impact parce que cette capacité-là, elle est juste pas appliquée ailleurs dans leur vie à ce moment-là. Exactement. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu peux leur permettre de valoriser la carrière sportive pour pas qu'ils tombent dans ce discours-là de ben j'ai tout fait ces années-là pour rien, moi là. Tu sais, finalement, j'ai pris ma retraite, mais de dire, OK, ben par exemple, là, tu veux te concentrer plus sur tes études, tu veux trouver un emploi, ben c'est quoi qu'est-ce que tu faisais dans le sport qui pourrait s'appliquer ici, là? J'en avais un, par exemple, qui me disait j'ai de la misère maintenant à me motiver à l'école maintenant que je suis plus dans le sport parce que je sais pas comment étudier. Puis là, je lui disais, mais est-ce que tu allais dans le gym, par exemple, toi, quand tu allais t'entraîner, tu allais-tu dans le gym, pas de plan? Puis tu étais capable, tu sais, il y en a là, qui sont capables d'aller au gym puis ils savent quoi faire. Moi, j'étais du type à aller au gym, puis si j'avais pas un plan, je faisais je fais quoi ici, moi là? Puis là, je tournais en rond autour des appareils. Puis je dis, ah ouais, moi aussi, c'était mon genre. Bon, ben, ça veut dire que dans tes temps d'études, mets-toi dans des objectifs. Lire tel chapitre à tel chapitre, ça te prend un plan d'entraînement dans ton étude. Faut pas que tu y ailles là. Fait que tu sais, transfère ce que tu faisais dans le sport. Ah, OK, là, il comprenait plus un peu les techniques. Tu sais, c'est l'aider parce que ces habiletés-là, ils peuvent les utiliser pour passer au travers de leur transition. Ça peut être des outils aussi qu'ils utilisent durant leur transition. Mm. Ça peut aider. Puis, naturellement, la découverte de soi. Je suis qui si je ne suis pas un athlète? Là? La fameuse exercice de parle-moi de toi pendant 7 minutes sans me dire que tu étais dans un sport, là, c'est extrêmement difficile pour des athlètes. Là. T'es-tu quelqu'un qui aime le voyage? T'es-tu quelqu'un qui est intellectuel ou plus artistique? Ou t'es-tu quelqu'un de très manuel? Donc, juste qui je suis sans parler de mon sport, c'est super difficile parce que même dans leurs réseaux sociaux, même souvent dans leur cercle familial, dans les soupers de famille, c'est de ça qu'ils parlent. C'est de eux dans le sport. Donc, essayer de débloquer cette partie-là de la découverte de soi, vraiment de base de c'est quoi, mais quel type de décision je prends? Est-ce que je suis quelqu'un d'extraverti, d'introverti? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime plus ça? C'est une grosse facette d'eux qui deviennent super fiers ça renforce leur identité globale et non juste l'identité athlétique, dans le fond. Puis, j'ajouterais à ça que il peut y avoir un piège à ce moment-là quand le sport se tasse de vouloir le remplacer par un élément. On en parle depuis tantôt à quel point le sport, souvent, il apparaît jeune, il va s'intégrer dans toutes les sphères de leur vie. Des fois, on va avoir une intention de OK, je vais enlever mon sport, mais je vais mettre l'école ou tel élément, mais c'est pas quelque chose qui se passe super facilement pour la majorité, même au contraire, ça ne semble pas être une stratégie qui fonctionne la plupart du temps. Donc, l'idée de redécouvrir, c'est de découvrir plein d'éléments de soi, c'est de redécouvrir un élément pour remplacer. Souvent, ça ne fonctionnera pas. En fait, on prend beaucoup l'exemple maintenant qu'on l'a développé avec des athlètes que j'ai vus de la pochette de Pink Floyd. Là. C'est la pochette de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, là, pour ceux qui ont à peu près mon âge ou même plus jeune. Sam, tu dois connaître ça, là, Ben oui, oui. Dark Side of the Moon. Donc, le faisceau lumineux qui éclate en lumière de l'autre côté du triangle.
Le sport, c'est comme si le sport, rendu à ce niveau-là, tout est dans le même faisceau lumineux. Tes amis, tes objectifs, tes voyages, tout est lié au sport. Puis quand tu prends ta retraite, ça l'éclate. Puis là, tu peux pas juste dire que le faisceau vert va être remplacé par du bleu. Il faut que chacune des couleurs soit redivisée dans ta vie. Mes amis, je vais aller la chercher là. Mon adrénaline, je vais aller la chercher là. Mes habitudes de vie, je vais aller les chercher là. Donc, c'est vrai qu'ils ont le réflexe d'essayer de trouver une affaire qui va tout remplacer ces couleurs-là qui viennent d'éclater. Déjà, juste encore là, de leur expliquer, c'est un paquet de choses qui vont venir remplacer ton sport. C'est pas juste ça. Puis les athlètes, les étudiants athlètes, ils vont souvent se faire dire après, mais voyons, branche-toi, mais t'es donc bien sur 2000 projets, mais pourquoi tu prends autant de choses dans ta vie en même temps? Mais c'est souvent ça qui se passe, c'est qu'ils sont habitués à tout jongler ça dans un projet de vie, puis pour eux, ça devient normal aussi de l'écarter dans plusieurs petits projets de vie, puis c'est l'ensemble de tout ça qui vont, dans le fond, remplacer le sentiment d'accomplissement que le sport leur procurait. C'est quoi, c'est super important, Sam, tu as raison, là, ça ne se remplacera pas juste par une chose. Là. Si oui, très rare. Je le vois très rarement. Ouais. Juste avant de terminer, là, on voulait vous parler des ressources qui sont disponibles dans le sport pour cet accompagnement-là. Ils sont très rares, souvent pas mal limités aux athlètes de niveau excellence. J'en fais partie comme athlète de niveau excellence. J'ai eu accès à de l'accompagnement dans ma transition, mais ce n'est pas la réalité d'une très grande majorité des athlètes de haut niveau. Donc, sachez que comme intervenant en milieu scolaire, votre présence, votre accompagnement, c'est déjà beaucoup. Et de se retourner vers le milieu sportif pour aller le référer, souvent, il n'y en aura pas nécessairement de ressources. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je peux, ou Sophie, mais c'est arrivé à quelques occasions que j'ai rencontré des intervenants pour qu'on discute de la retraite sportive pour que ce soit un contexte qui est compris. Mais après ça, l'accompagnement, vous êtes aussi très bien positionné pour le faire, puis on vous encourage à le faire parce qu'on a besoin de plus de soutien pour accompagner les athlètes dans cette transition. Et des points à retenir là, pour la présentation, je dirais que c'est la période de transition à l'extérieur du sport de haut niveau, c'est une période d'incertitude qui peut augmenter les enjeux en santé mentale, surtout avec les retraites qui sont involontaires. Les athlètes ont surtout besoin d'être écoutés, de se sentir compris, l'idée de normaliser ce qu'ils vivent à ce moment-là, c'est vraiment l'intervention qui est le plus important à nos yeux. Et il faut garder en tête que ça va affecter plusieurs sphères de leur vie. C'est pas un petit morceau, c'est le cœur qu'on arrache à ce moment-là. Donc, tous les éléments vont être touchés. Ils ont besoin de se repositionner dans tout ça. On va passer à la période de questions. Avant, je voudrais juste remercier Sophie de ta présence et de ton implication dans la présentation. Sophie qui est vraiment une référence au Québec là, pour cette transition-là depuis plusieurs années. Donc, merci Sophie de ton soutien. Je suis tellement contente de ton initiative, premièrement, mais aussi de l'intérêt de tous ces gens-là envers ce sujet-là. Là, je suis vraiment, vraiment contente. On forme une belle équipe, tout le monde ensemble. Et justement, ça me fait un beau lien avec, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir embarqué là, dans ce sujet-là qui est vraiment un sujet spécifique au sport. Donc, on est content que vous veniez en parler avec nous. Puis un petit merci, clin d'œil à Jacinthe, ma collègue qui s'occupait des soutiens techniques en arrière. On a 10 minutes pour des questions. Je sais pas, je vais aller voir dans le chat là. Si vous pouvez lever la main aussi pour poser une question directement à nous, ou vous pouvez la mettre dans Moi, le chat. je vais y aller vocal, ça te va. Oui, c'est parfait. La question, parle-moi de toi 7 minutes sans me parler de ton sport. Tu as dit que c'est très difficile, mais j'imagine que tu l'as fait, cette intervention-là, parce que moi, j'ai bien envie de faire ça. Puis tu me parles de ton sport, je rajoute 15 secondes au chrono, là, j'aurais bien du fun. Fait que tu le fais.
On l'a déjà essayé, oui. Puis je pense que même ça, on l'avait fait en activité, on l'avait testé. Je pense que des fois, c'est comme un chrono, puis des fois, c'est genre une ficelle. Puis là, ils tournent la ficelle autour de leur doigt, puis tant que la ficelle n'est pas arrivée au complet, ils n'ont pas le droit de nommer leur sport. Oui, on le fait, mais c'est surtout important, par exemple, de leur dire que c'est normal, que c'est super difficile, puis que c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Ouais. Quelqu'un qui a déjà constaté l'impasse un petit peu qu'elle est dedans, l'intervention est pas nécessaire, mettons. Là. Ouais, non, c'est ça. Faut pas cogner sur le clou non plus. Je vais laisser Anne-Marie poser sa question, je vais en avoir un autre après. Ah, ben, tu peux y aller, c'est pas grave, là. Je la poserai après. OK. Et puis avant ta question, je vais peut-être ajouter que c'est vraiment pour ça aussi qu'on le nomme transition, parce que chacun peut se retrouver devant vous à une étape différente. Je me rappelle dans un des ateliers groupes qu'on avait fait, il y avait un athlète qui était en période de réflexion sur est-ce que je veux prendre ma retraite ou non. Puis on avait une personne avec nous, ça faisait 2 ans et demi qui avait pris sa retraite puis qui trouvait ça, qui avait encore ces enjeux-là qui apparaissaient. Donc, chacun va apparaître. Fait que oui, l'exercice, il y en a pour qui ça va être vraiment, oh mon Dieu, je savais pas que tout était dans mon sport. Puis il y en a pour qui, ben, il va parler un peu plus de comment il travaille sur le fait de ressortir de son sport et de trouver d'autres. Mon autre question, c'est un petit peu l'idée de vivre la transition avec un petit peu se recycler en périphérie du sport, justement. Toi, Samuel, si tu es là aujourd'hui, tu es encore en lien avec ce sport-là. C'est quoi l'idée, l'opinion? Tu deviens coach, partenaire d'entraînement. Tu sais, je connais un nageur, je pense, olympique. Lui, il est conférencier. Il a fait sa conférence des milliers de fois. Genre, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là comme solution un peu partielle? Sophie, je te laisse aller ou... Ben, je dirais que moi, je trouve ça, tu sais, c'est sûr que si le sport, ça a toujours été une passion. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait des circuits universitaires. Fait que c'est sûr que le sport va rester présent dans ma vie, mais je l'éclate. Oui, je travaille encore dans le sport, mais mon adrénaline, je vais la chercher en vélo de montagne, puis mon côté stratégique, je vais le chercher en faisant des recherches affiliées à une université. Fait que, il faut juste fait que c'est normal qu'on soit reporté à travailler dans un domaine qu'on aime, mais c'est juste que si tu es 100% juste conférencier, puis que toute ta vie tourne autour du fait de raconter la fois que tu as gagné ta médaille olympique, là, c'est peut-être là où il y a des petits drapeaux à aller voir. Mais si toi, ce que tu aimes, c'est les communications, puis c'est communiquer avec les gens, puis c'est ta façon de redonner, de rester impliqué dans ton sport, mais en même temps, tu as d'autres choses. Fait que, tu sais, tout est comme. Faut voir une question des besoins qui sont plus comblés par le sport à travers la prochaine étape, whatever. Cool, merci. J'ajouterais peut-être qu'il y a quand même, il y en a pour qui une coupure va être importante. Tu sais, des fois, ce milieu-là, on baigne dedans depuis vraiment longtemps. Oui, c'est nos amis, mais des fois, tu sais, ça fait longtemps. Tu sais, c'est comme si on était resté au secondaire pendant 15 ans. Des fois, il y a un besoin aussi de coupure, puis ça peut être correct. Il y en a pour qui ils sont bien là-dedans, puis ils ont envie de rester. Et là, l'implication, de rappeler que c'est pas impossible, qu'on peut, en fait, les fédérations ont assurément besoin d'un coup de main. Là. Fait que, de rester impliqué comme bénévole, comme arbitre, comme entraîneur. Il y a différentes manières de le faire. Fait que ça, je pense que ça peut être vraiment. Il y en a qui finissent leur secondaire puis qui deviennent profs au secondaire parce qu'ils aimaient ça. Oui, exact. Alors que pour d'autres, de sport de haut niveau, aussi banal ou un peu absurde que ça peut avoir l'air, il y en a qui se sont rendus dans le sport de haut niveau sans, je dirais, être des passionnés ou des tripeux de sport. Ils ont embarqué dans le projet, par exemple, de patinage de vitesse et n'aiment aucun autre sport dans leur vie. Fait que quand ils terminent, le laisser aller est super sain aussi dans leur cas parce qu'ils n'étaient pas intéressés nécessairement à autre que ça. Madame Caron? Oui, en fait, je me demandais, on avait des réflexions dernièrement, là, moi je suis à l'Université de Sherbrooke, sur, tu sais, il y a les athlètes qui font partie d'équipes sportives puis qui, à la fin de leurs études, marquent la fin de l'appartenance à l'équipe sportive de l'université, mettons, donc qui amènent une retraite pour certains là, à partir de ce moment-là. On constatait la réalité de la difficulté de faire face à la retraite du sport pour certains. On se demandait s'il y avait des interventions à faire en amont, sachant que cette clientèle-là va, pour certains ou pour la plupart, va devoir faire face à la retraite. Auriez-vous des recommandations de trucs qui pourraient être faits de façon plus préventive auprès de ceux? 2000. J'en ai 2000.
OK, ben, votre préféré. Mais c'est drôle parce que moi, c'est une ancienne du Varéor. Puis, tu sais, je me rappelle que ma dernière année universitaire, là, j'ai l'impression que je l'ai pleuré tout le long. Je dis, Ah. j'aurais plus d'amis après cette année-là. J'aurais plus. Fait que, tu sais, tous mes amis, là, ils faisaient des décomptes de oui, je vais graduer. Puis moi, leur décompte, là, ils m'angoissaient. Genre, je me disais, my God, je vais tout perdre dans 55 jours. Ouais. Tu sais, je sais que, mettons, aux États-Unis, le système américain, ils sont ciblés même. La première année d'admissibilité, tu n'as pas le choix de faire un atelier de découverte de soi. La deuxième année, Ah oui? je pense que rendu à la troisième année, fait qu'on avait développé même des outils par année universitaire, mais au moins la cinquième année, quatrième, cinquième année, ça serait au moins d'aller voir, travailler cette transition-là, on le sait, là, parlez-en, travailler, c'est moins tabou en plus parce qu'on le sait plus dans le système universitaire. Fait, il y a certainement plein de choses à faire. Je sais qu'il y a de plus en plus d'universités qui vont mettre des sous, des subventions pour essayer d'aller partir des ateliers puis de commencer à. Mais si vous pouvez, oui, démarrer des groupes, des projets, des ateliers, on a tous les outils pour vous, là, ça serait génial, c'est sûr. Mais c'est déjà monté, ça, des ateliers là, qui préparent la retraite, dans le fond, c'est ça que vous dites? Oh, ben, je dis que dans les 10 dernières années, on en a fait pas mal. Qu'on peut assez vous inspirer de contenu pour que vous en ayez, ça serait pas trop long. Ben, mon Là. Dieu, j'aimerais ça vous parler. Je dirais quand même qu'il n'y a pas nécessairement une structure qui a été établie à quelque part que la participation, puis je pense que vous voyez dans le milieu en enseignement supérieur, là, la participation à des ateliers de groupe, c'est quand même un enjeu. Est-ce qu'on est obligatoire, non obligatoire? Donc, il y a quand même un défi de participation. Des fois, on veut qu'ils embarquent là-dedans, mais pour eux, ils ne sont pas nécessairement rendus à cette Ouais. étape-là d'en parler. Donc, il y a quand même des défis dans la mise en place de ces types d'ateliers-là, surtout en prévention, que ça amène Oui. un défi de plus. Donc, il y a certains établissements scolaires qui ont mis en place, c'est pas toujours facile. Ça dépend des fois aussi de l'entraîneur. Si l'entraîneur est de votre côté puis qui va pousser, puis c'est lui qui va fortement recommander d'y aller, bien souvent, ça va faire une immense différence. Donc, de venir créer un Ouais. bon partenariat avec l'entraîneur, ça peut faire une bonne différence. Donc, L'Université de Montréal avait fait beaucoup de Ouais. recherches là-dessus, puis là, je le vois dans le chat, hein, que je pense qu'ils en ont parti un programme. Je sais que j'avais été impliquée à une couple de niveaux aussi. Puis Robert Dutton, c'est ça, a parti ça à l'Université de Montréal avec les Carabins. Donc, je pense que c'est un parcours sur 18 mois. Ils ont des psychologues, ils ont toutes sortes de mentors. Puis vraiment, ils les préparent au marché du travail. Souvent, ça, ils parlaient de dépression, d'anxiété, donc c'est important de les préparer. Ça semble vraiment intéressant. La seule affaire avec le parcours de Robert Dalton, c'est qu'il y a 15 étudiants par année. Fait que c'est pas assez beaucoup, élargi hein. en ce moment pour toucher tous les carabins, exemple. Mais c'est une belle pièce de départ. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que je travaille un petit peu avec Robert, mais je me demandais si, par votre expertise, il y a des moments peut-être qui sont préférables au niveau justement préventif. Est-ce que c'est le genre d'atelier, tu sais, comme découverte de soi, est-ce qu'on va prioriser de faire ces ateliers-là en off-season ou on s'en fout un peu, puis on peut les mettre même quand les athlètes sont dans des moments importants de leur saison? Ben moi, c'est sûr que là, je prêche pour ma paroisse, là, mais c'est juste que tu sais, je suis sûre que c'est déjà, tu vas dire comment ça va parce qu'on travaille ensemble aussi, mais il y a des façons qu'on peut le faire de lier à leur sport, tu sais. En se découvrant, en étant plus fort dans sa découverte de soi, ça va t'apporter différents trucs de stratégies que tu vas pouvoir tout de suite appliquer dans le sport et devenir plus fort comme athlète aussi. Il faut juste arrêter de leur faire voir que c'est deux trucs différents pour intégrer ça, tu sais. Comment ça va t'aider dans le sport de préparer ta carrière en sport? Comment ça va être quoi les bénéfices dans ton sport? Ça va être quoi les bénéfices à l'extérieur du sport? C'est un projet intégré dans le fond. Il faut juste le lier. C'est sûr que tu ne fais pas ça en série éliminatoire à la fin de la mais tu sais, il y a une façon de leur expliquer comment ça va. Il faut qu'ils puissent voir que ça va leur apporter dans le sport présentement. Ça ne va pas juste leur apporter dans 10 ans quand ils vont prendre leur retraite. Fait que c'est plein de la façon de l'expliquer. Puis Ouais. est-ce que un de vous deux voit des dangers? Exemple, tu sais, si on fait ça en saison, puis que ça l'amène aussi une certaine conscience de soi, puis certaines émotions difficiles en lien avec, OK, c'est vrai, tu sais, il y a cette transition-là qui s'en vient. Est-ce qu'il peut y avoir des dangers dans la façon de l'amener? Est-ce qu'il y a des choses que vous éviteriez si c'est fait en saison?
Mais jusqu'à maintenant, les données, tu sais, même ils ont fait quelques recherches là-dessus, puis ça démontre même une augmentation de performance, puis parce que ça diminue le stress, tu sais. Parce que c'est comme, je prends souvent l'exemple de cirque, là. Tu sais, dans le fond, là, si tu as un filet, là, tu vas prendre pas mal plus de risques parce que tu tombes dans le filet. S'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de filet, oui, ils sont peut-être moins, pas déconcentrés, mais tu sais, ils sont très focus sur le sport, mais est-ce qu'ils prennent, tu sais, sont-ils vraiment all-in? Parce qu'ils savent que là, oups, s'il arrive quelque chose, ils n'ont plus rien ou que. Ben, tu sais, c'est vraiment, il y a il y a tout le temps une zone là, à atteindre, mais j'ai rarement vu, en tout cas, j'ai jamais vu même dans mon parcours que ça les détraquait là, complètement. Les seuls athlètes que j'ai vus que quand on planifiait une carrière, ils lâchaient le sport parce qu'ils étaient tellement pas heureux dans le sport que là, ils attendaient d'avoir d'autres choses avant de se retraiter. Là, mais puis peut-être que je vois Élise qui est en ligne aussi, qui fait aussi des ateliers de préparation justement de retraite avec le Rouge et Or. Je ne sais pas si tu es encore là, Élise, mais je ne sais pas si toi, tu en as vu Bien sûr, des je suis là. choses que ça. Je suis partie en plein milieu de ta phrase. Ben oui, ben j'ai pas vu des. Ben c'est sûr que ça peut venir susciter du stress quand on aborde la préparation à la sortie. Parce que moi, je travaille principalement avec le Rouge et Or, là. La sortie du Rouge et Or, la sortie du sport universitaire, parce que ça annonce souvent en même temps à la fin des études, comme on l'a vu plus tôt là, dans la présentation. Fait que c'est sûr que ça vient susciter un stress, mais d'en parler puis de ressortir des stratégies, ça peut faire augmenter le stress pendant un certain temps, puis après ça vient le faire diminuer. Fait que qu'on en parle ou non, c'est là dans leur tête de toute façon. Tu sais, oui, il y a peut-être des mécanismes de déni qui font en sorte que quand ils sont plus dans la on-season, disons-le ici, là, dans les tournois, les compétitions et tout, ça leur permet de focaliser là-dessus. Fait que oui, il peut avoir un certain bénéfice de le faire dans la off-season pour qu'ils puissent vraiment prendre le temps d'y penser comme il faut puis pouvoir gérer ce stress-là. Mais l'impact que j'ai vu dans les ateliers, ben c'est que positif là, finalement là-dedans. Mais ça serait super intéressant de voir c'est quoi le meilleur timing. On pourrait se pencher là-dessus, ça c'est sûr. Ouais, mais il y a beaucoup de questionnements aussi de voir est-ce qu'on le fait la même équipe ensemble avec des gens qui se connaissent, est-ce qu'on mélange les équipes ensemble, les sexes, est-ce qu'ils sont différents? Fait qu'on est comme dans plein de petits projets pilotes, on essaie puis on voit qu'est-ce qui est le mieux, mais je vais pas vous cacher, là, tu sais, c'est vraiment difficile de trouver des disponibilités avec les étudiants athlètes qui sont très occupés. Moi, je suis quand même assez occupée aussi. Fait que juste ça, dans le recrutement pour les cohortes, on essaie de faire des cohortes de comme maximum 8 personnes pour favoriser le partage. Il y a plein de choses à passer dans ces ateliers-là. Puis plus qu'on en fait, bien, plus qu'on est capable d'élaborer des moments plus propices. Merci beaucoup de ton intervention, Élise. Je vois le temps passer, là, je vais terminer un peu là-dessus, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je pourrais transférer à Sophie. On va vous partager l'enregistrement et le PowerPoint là, dans les prochains jours. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, on pourra y répondre directement à vous pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été curieux sur ce sujet. Puis on se revoit dans un prochain webinaire probablement. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.